Alors voilà, bienvenue tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce panel de discussion sur le théâtre et le virtuel. Il s'agit de notre deuxième journée d'activité sur la création jeune public et le numérique. Alors, cette activité a lieu dans le cadre de la résidence de la compagnie Les Incomplètes, une résidence virtuelle au Cube. Et j'aimerais vous rappeler, pour ceux et celles qui l'auraient raté, que la conférence d'Adeline Dubreuil-Béclin, qui a été donnée hier matin, en fait, sur le développement du cerveau et la présence à l'écran, est déjà disponible en rattrapage dans la section Traces du site Internet du Cube. Et le panel d'aujourd'hui et les autres activités de cette semaine seront aussi disponibles sur notre plateforme. Alors maintenant, pour débuter l'activité du jour, j'aimerais vous inviter chaque personne présente à cette rencontre à réfléchir sur le territoire où elle vit et travaille, sur la vie et l'histoire des Autochtones qui nous entourent et sur le travail qui nous attend pour réparer nos relations avec les peuples autochtones. Et pour ce faire, je vous invite à vous joindre à moi dans une reconnaissance territoriale qui va comme suit. Nous reconnaissons et remercions les premiers gardiens de ces terres, les peuples autochtones qui sont ici depuis des millénaires. Le CUBE, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, est situé sur des terres non cédées qui sont historiquement connues comme un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons et apprécions profondément les liens historiques et continus des Autochtones avec ces terres et ces eaux, ainsi que leur présence sur celles-ci. Alors, le panel d'aujourd'hui, qui porte sur le théâtre le virtuel, comme je vous le disais d'entrée de jeu, est proposé dans le cadre de la résidence virtuelle de la compagnie Les Incomplètes, qui voulait créer un nouvel espace d'échange faisant écho aux tables rondes sur l'enfance, l'art et le web qui avait lieu en février dernier dans le cadre du mois Multi. Alors, la résidence virtuelle offerte par le Cube permet aux Incomplètes de nourrir leur propre réflexion, bien sûr, au contact des autres créateurs jeunes publics, de prendre un certain recul sur leur projet de création en cours, puis d'en interroger le sens et l'impact. Vous pourrez d'ailleurs suivre les réflexions de Laurence et de Audrey dans la section Traces du site Internet du Cube. Alors, elles vont nourrir cette section de manière assidue et quotidienne tout au long de la semaine. Le panel de discussion d'aujourd'hui sera animé par Mélanie Dumont, à qui je cède la parole. À toi, Mélanie. Merci, Martin. Alors, je m'appelle Mélanie Dumont. Je suis membre de la cellule artistique du Cube, dramaturge et directrice artistique associée au Théâtre français du Centre national des arts. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous et de me retrouver en compagnie de 4 créatrices inspirantes pour aborder avec elles la question du théâtre et du virtuel, donc de l'arrimage possible de ces deux réalités et langages par nature opposés. Évidemment, comme vous le savez tous, la pandémie a accéléré les réflexions et tout à coup multiplié les initiatives autour des expériences en ligne, puisqu'on était alors tenu loin des scènes et privé de la rencontre avec les publics tels qu'on la connaît. C'est donc devenu pour plusieurs artistes, compagnies et diffuseurs du milieu théâtral une voie pour retrouver en ces temps particuliers une forme de synchronicité, de relation à l'autre à l'intérieur d'un temps partagé, et ce, malgré la distance. La discussion d'aujourd'hui va s'appuyer sur les expériences singulières vécues par les créatrices en lien avec le virtuel, de façon à mesurer et à mettre en lumière leurs apprentissages, questionnements et découvertes. J'ai espoir que, par ricochet, ces témoignages vont peut-être aussi nous permettre de penser le théâtre et le virtuel au-delà du seul contexte pandémique. Donc, quelle potentialité le virtuel nous aura-t-il révélé et qu'est-ce qu'on peut, nous, comme artisans de théâtre, avec nos sensibilités, nos visions, nos aspirations, y injecter en retour? En discutant avec les créatrices invitées en préparation de cette discussion, je me suis rendu compte que chacune incarnait 3 temps différents de cette relation entre théâtre et virtuel. Mireille Camier, des productions Quitte ou Double, avait pour sa part entamé, bien avant que ne tombe la pandémie, une réflexion et une démarche de création impliquant la téléprésence, qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui à travers de nouveaux projets. Erika Tremblay-Roy, qui dirige le Petit Théâtre de Sherbrooke, est quant à elle arrivée au virtuel, comme plusieurs d'entre nous, par nécessité, au moment de la fermeture des salles.
Sa compagnie a alors recréé une des petites formes voyageuses de son répertoire en la présentant à la plateforme Zoom, comme ce matin. Puis Audrey Marchand et Laurence Pélafaye des Incomplètes sont présentement de leur côté plongées dans l'élaboration d'une plateforme web qu'elles disent sensible, invitant à un voyage multidisciplinaire et celle-ci verra le jour bientôt. Donc là, je viens d'énoncer ces 3 temps-là, mais je vais les rebrasser à l'instant pour permettre à chacune des créatrices de nous brosser un peu le portrait de ces projets vraiment intéressants et inspirants, hein. Et je vais d'abord interpeller Erika Tremblay-Roy sur son expérience de Nos petits doigts et de celle qui a suivi, qui s'intitule La réforme. Parce qu'en discutant hier, Erika m'a dit que par nécessité, dans son exploration du virtuel, elle a découvert un grand terrain de jeu. Donc, je trouvais ça intéressant tout de suite d'initier la discussion par rapport aux possibilités du virtuel, ce qu'on y découvre en s'y aventurant. Donc, Erika, je te cède la parole si tu veux nous parler de ces 2 projets, puis peut-être vraiment aussi de ces spécificités du virtuel que tu as réussi à saisir, hein. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous raconter ça un peu. Donc, comme tu le disais, Mélanie, on s'est retrouvés l'année dernière, donc en début de saison, avec encore la possibilité de jouer nos petites formes. Au Petit Théâtre de Sherbrooke, depuis 2015, on fait des invitations à des tandems, où on crée des tandems, auteurs, autrices, metteurs, metteuses en scène, et on les invite à créer des courtes formes, des petites formes qui vont être jouées devant un groupe d'élèves à la fois directement dans les classes d'école primaire ou secondaire. En 2017, on a créé un texte de Rebecca Deraspe, Nos petits doigts, qui met en scène un duo d'acteurs et qui a tourné donc à l'année de la création, en 2017, en 2018, en 2019, dans les écoles secondaires. Donc, c'est un spectacle pour les secondaires 1 et 2, donc dans les écoles secondaires de notre région. Puis, donc, au début de l'année, on s'est dit, ben, en septembre là, 2000, je mélangeais des années, mais 2020, c'était encore possible d'aller dans les classes. Mais on avait l'impression qu'on allait qu'on risquait fort de se faire tirer le tapis en dessous des pieds. Puis on avait envie de sécuriser les engagements vers les artistes notamment. Puis on avait envie de pouvoir proposer des rencontres aux jeunes de notre milieu ici à Sherbrooke, entretenir ce lien-là. Donc, on a un moment tranché en se disant, parce qu'en fait, on se disait, c'est bien beau, donc pouvoir aller encore avec ce spectacle-là, Nos petits doigts dans les écoles, mais à quel prix? À quel point on va dénaturer la proposition artistique? Il est question d'un jeune duo d'amoureux au début du secondaire qui fusionnent ensemble très, très fort. Donc là, fusionner de loin, masqué dans une classe, dans le contexte là, de bulle, on se disait à quel point on va dénaturer la proposition artistique. Donc, en réfléchissant évidemment aux alternatives, comme tout le monde, on a eu cette envie d'en faire complètement une recréation virtuelle. Donc, on a recasté le spectacle. André Gilino, qui est le metteur en scène, a reparti sur tout un processus de répétition d'une centaine d'heures avec les interprètes, mais via Zoom. Donc, ils étaient chez eux, puis lui aussi. Et on a recréé ce spectacle-là en se servant des possibilités de Zoom et en réinjectant tout ce qu'on pouvait à partir de cette rencontre virtuelle-là. Voilà, le spectacle s'est mis à visiter les classes. En février, on a joué une 50aine de représentations. Puis j'ai vraiment été un peu soufflée par l'effet que finalement le virtuel, ce que ça faisait ce que ça ajoutait au propos, en fait, ce que ça faisait comme éclairage sur ce qu'on avait finalement créé. Je n'avais pas vu venir l'intérêt de ça. Je pense que je préfère cette mise en scène-là, finalement. C'est ce que je te disais hier, Mélanie. Tu sais, pour moi, il y a comme d'avoir passé, tu sais, d'avoir passé tout ce temps-là en pandémie, ce temps-là virtuellement sur Zoom, à essayer de faire des réunions de famille, à essayer de s'aimer sur Zoom, à essayer. Puis là, de voir ce jeune couple d'amoureux dans ce rapport-là, finalement, hyper crédible, comme s'ils étaient dans leur chambre. On a casté, évidemment,
on a fait un travail de casting un peu différent. Si on avait été au théâtre, on a vraiment pris des jeunes, des acteurs très jeunes qui avaient l'air, à mon avis, là, de presque l'âge des personnages. Quand même pas, là, c'est des jeunes dans la vingtaine. Mais c'est ça, on a fait un travail beaucoup moins théâtral. Puis pour moi, ce que ça a donné, donc là, à la proposition, c'est un côté vraiment touchant de les voir si loin et si proches en même temps, de parler de cette fusion-là, mais à distance. Finalement, cette invitation-là qu'on faisait aux jeunes de rencontres de proximité, on a constaté que ça marchait encore. Ils se sentaient excessivement près de ça, de cette proposition-là. Plus, je pense que si on avait mis des interprètes en classe avec toutes les mesures virtuelles, même si leur corps avait été en présence, je pense qu'on aurait créé plus d'éloignement finalement qu'en les présentant en virtuel. Ça a été comme cette expérience par rapport à nos petits doigts, donc une recréation. Puis, il y a eu la réforme, tu nommais Mélanie, donc, qui est un texte d'Alexia Burgère, mis en scène par Michel Parent, qu'on devait créer en mars 2020, voyons, au moment où tout s'est arrêté. On a eu un peu le même processus. Est-ce qu'on prend la chance de poursuivre le travail en présence dans les classes? La réforme, c'est un théâtre invisible offert, donc on joue pour les élèves de secondaire 4 et 5, encore une fois dans les classes. La prémisse, c'est que c'est un fonctionnaire provincial qui vient présenter une espèce de consultation où finalement il y a très peu d'invitations au dialogue, d'invitations réelles au dialogue, mais il présente une nouvelle réforme que sur laquelle son ministère a travaillé. Beaucoup, d'où l'intérêt. Mais donc, une réforme qui, en fait, où toutes les matières dites non essentielles sont finalement offertes en parascolaire. Ça me dit que ma connexion est instable. M'entends-tu encore, Mélanie? On t'a perdu quelques instants, mais c'est rétabli. Hein? Donc, ce fonctionnaire-là nous présente à travers une série de graphiques une réforme où on retire toutes les matières non essentielles, où on introduit, par exemple, un cours de conduite au programme, où tout est vraiment axé sur la productivité, où il y a une incursion du milieu privé dans la réforme. Bon. Donc, on pensait au départ que ce fonctionnaire-là, Antoine, allait visiter les élèves en classe. Finalement, pour plein de raisons, notamment le fait que l'acteur est diabétique et qu'au moment de prendre la décision, on se disait qu'est-ce qu'on fait pour la santé des acteurs aussi en classe? Et encore une fois, c'est vraiment une question de nécessité, là. Comment on peut préserver le plus possible cette rencontre-là? Comment on peut ne pas mettre en danger l'interprète? Bon, une somme de facteurs, finalement. Faisons cette rencontre-là virtuelle. Finalement, pour moi, ça ajoute infiniment de crédibilité à ce théâtre invisible-là parce qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui se déplacerait d'école en école, surtout pas à ce temps-ci. Tout ça se ferait en virtuel. Donc, on a finalement Antoine, non seulement qui visite les classes en virtuel, qui présente son truc, qui demande aux jeunes que sa présentation ne soit pas interrompue, d'éteindre le micro de la classe. C'est encore plus violent parce que ça crée comme frein au dialogue. Et puis, ce que ça permet en classe, je pense que les jeunes seraient beaucoup plus muselés si la personne, ce représentant de l'autorité, était là devant eux, alors que là, il y a quelque chose qui est en ébullition dans la classe pendant la représentation. Les profs nous témoignent de ça. Les jeunes s'insurgent, en fait, ce qu'il est en train de proposer contre la façon dont il interagit avec son assistante, Dominique. Certains élèves ont même fini par arrêter la représentation, par allumer leur micro, par faire « Non, c'est assez, tu arrêtes, tu ne lui parles pas comme ça. Elle peut continuer, mais pas toi. » Les jeunes, pendant la représentation, le cherchent sur Facebook, elles cherchent à le dénoncer. Ça leur donne de l'espace parce qu'il n'est pas là. Mais finalement, on est encore plus proche de ce qu'on souhaitait créer. Après ça, évidemment, à la fin de la proposition, pas évidemment, mais à la fin de la proposition, une discussion s'amorce, donc l'assistante ouvre un certain dialogue et révèle le fait que c'est du théâtre, que c'est une création du théâtre de Sherbrooke. Les jeunes ont eu des doutes là, certains très rapidement, d'autres pas du tout. Donc, le niveau là, de doute ou de perception varie de la part des élèves. Et puis, après ça, un début de discussion peut s'amorcer en virtuel. Dans les deux cas,
ça fait partie de notre formule, ces petites formes-là. On poursuit avec des ateliers en classe. Les jeunes ont d'abord le spectacle, puis ensuite une ou deux rencontres d'ateliers. Ça, par exemple, on a fait le choix depuis le début de maintenir les ateliers en présence parce que pour nous, là, après ça, avoir un véritable lien, puis faire réfléchir, discuter, travailler, virer ça de bord, là, on sentait vraiment la limite là, de la proximité. Mais vraiment, dans le cas des deux formes théâtrales, parce que je pense que il y a vraiment du direct, il y a eu une vraie relation. On n'est pas, je ne pense pas qu'on est dans autre chose que du théâtre, malgré le fait que ce soit virtuel. Dans les deux cas, j'ai pris vraiment cette décision-là parce que je n'avais pas le choix. Je ne suis pas la fan numéro un du virtuel. C'est un peu mon personnage dans le bureau que j'haïs, tout ce qui est numérique. Mais je ne ferais pas les choses autrement si c'était à refaire. Je suis vraiment heureuse de comment ça a tourné. Et puis, ça me donne envie d'explorer encore, surtout. Ben, Voilà. c'est vraiment formidable aussi, tu sais, Erika, que justement le médium est venu renforcer ou en tout cas faire résonner autrement les propos qui étaient déjà contenus dans les pièces. Puis tu m'as dit une chose hier que j'ai retenue aussi dans cette idée-là, plus d'immédiateté, de proximité, c'est que finalement, ces pièces-là, sur Zoom, enlevaient d'une certaine façon, une forme de théâtralité qui, elle aussi, peut faire écran par moment, puis empêcher une forme de dialogue plus direct. Donc, des fois, effectivement, on ajoute quelque chose à la plateforme ou la plateforme retire quelque chose qui est d'une spécificité, mais ça continue à fonctionner autrement. Puis, effectivement, on crée de l'intimité malgré la distance. Donc, ça, c'est assez intéressant. Puis tu le rapprochais même de la petite jauge. En fait, le spectacle sur Zoom, en tout cas dans la classe, ça se rapprochait aussi du contact qu'on peut avoir dans la petite jauge, dans une petite salle où il y a Oui, beaucoup plus d'intimité. Puis oui, on pourra absolument. Excuse-moi. Pardon. On pourra peut-être y revenir, tu sais, parce que finalement, ça vous touche de manière différente, mais chacune dans les expériences que vous menez. Puis je céderai la parole à Mireille, Mireille Camier, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'Erika évoque, en tout cas qui résonnent aussi dans ton travail. Mais une chose que j'ai retenue, Mireille, hier dans notre discussion, c'est qu'un de tes moteurs de création, c'est justement de réunir des gens. Tu disais vouloir faire partie d'une plus grande entité, d'une plus grande assemblée. Puis ce mot-là, l'assemblée théâtrale, effectivement, on la connaît dans nos théâtres, mais tu la travailles autrement via ce dispositif de la téléprésence. Donc, ce serait peut-être intéressant que tu nous en parles à travers ces deux projets que tu as menés, Intersection. Et là, tu travailles présentement sur une nouvelle création qui s'intitule Bluff. Donc, je te cède la parole, Mireille. Oui, donc c'est ça. En fait, le projet Intersection, est déjà, on a commencé ce projet-là en 2017 à peu près, puis ça a été présenté en salle la première fois en 2019, donc bien avant la pandémie. Il y a une amie à moi qui avait comme mis une brèche dans cette idée de travailler la téléprésence. À l'époque, je ne savais pas trop c'était quoi, mais je travaillais beaucoup la caméra live sur scène. Donc, il y avait beaucoup, des fois, le comédien est caché avec son iPhone, il se filme, ou puis là, des fois, donc, il y avait toujours un travail avec la distance ou dans mes anciens projets. Puis quand j'ai allumé sur cette idée qu'on pourrait aussi utiliser Internet pour que des comédiens puissent être à distance et représenter sur scène. Donc, en fait, que finalement, le lieu de la représentation devienne un autre lieu, en fait, au niveau du territoire ou de l'imaginaire. Donc, ça, c'était la prémisse, là, disons, de cette idée, qui maintenant paraît très normale là, après la pandémie, mais à cette époque, il y avait quelque chose de spécial. Puis, comme je disais à Mélanie, il y avait cette idée aussi de comme réunir des publics aussi à distance. Puis, en fait, permettre de surpasser la distance pour faire justement une plus grande assemblée. Entre autres, dans le projet Bluff que je travaille, qui est en 3 lieux, en fait. Donc, tu as 3 salles de spectacle avec chacun leur acteur sur scène et ils sont connectés par Internet. Et les 3 acteurs interagissent de façon égale dans la représentation. Et les 3 publics aussi interagissent aussi par moment, en fait. Donc, il y avait cette idée-là
puis de réunir en fait ces publics-là. Moi, dans mes œuvres, je travaille beaucoup avec le public, je travaille beaucoup le rapport avec le public. Des fois, je vais loin dans essayer de les faire participer de façon différente. C'est quand même un peu mon dada, c'est ma recherche, là, à essayer de voir. Fait qu'il y avait déjà aussi cette espèce de ce travail de participation avec le public. Donc, quand on l'a mené avec un travail en téléprésence, ben, de faire participer les publics, ça leur fait rendre compte qu'ils font partie de cette assemblée-là aussi. Puis ensuite, dans Intersection, Intersection est un projet de 5 acteurs dans 5 pays différents qui sont réunis sur scène par Skype, en fait. Donc, toute la démarche a été au début, c'était un public en salle assis devant 2 grands écrans où interagissaient en direct un Iranien, une Tunisienne, Barcelonais, une fille de Taipei, puis Jean-François qui est à Montréal. Les 3 avaient en commun une thématique qui était d'avoir participé à un mouvement militant dans leur jeunesse et en parlaient, interagissaient ensemble sur ce mouvement citoyen qu'ils ont vécu et le sentiment d'avoir été militants. Puis, dans ce travail-là, la grande difficulté, c'était de faire interagir un public présent avec des écrans. C'était déjà comme... on a travaillé beaucoup à essayer de créer cette intimité-là de façon différente à ce que, clairement, tu t'identifies au personnage, que tu te sentes proche de lui, même s'il est sur un écran. Puis encore là, il y a différents moyens qu'on a pris par rapport à le travail de proximité qu'on a essayé de travailler entre l'acteur qui parle et son public. Parfois, c'est certaines interactions pour se rappeler qu'ils sont là en live avec eux. Puis c'est ça. Et Intersection, ce qui s'est passé, c'est qu'on était programmé au Périscope en mars 21 et là, c'est là que la nécessité de Zoom est arrivée. Parce qu'au départ, on le faisait, puis c'est ça, c'est dans les discussions avec le public après, c'est mon actrice de Taipei qui disait, c'est ça, on le faisait parce qu'on avait le choix au début, puis ensuite on l'a fait par nécessité, tu sais. Fait qu'il y avait comme une différence dans les 2 présentations. Donc, dans la version en mars 2021, on a invité le public à nous rejoindre sur Zoom. Puis là, ça a transformé le spectacle. Puis un peu comme dit Erika, il y a des choses que... En fait, là, je ne sais plus si on me redemandait de jouer Intersection, quelle version je ferais, parce que les 2 ont des forces très différentes. Puis c'est ça. Puis en fait, ce que ça a permis de faire, en fait, la version en ligne, bien, d'abord, c'est sûr que là, nous, il y avait le propos, les écrans étaient déjà là, la distance était déjà là, on avait beaucoup, beaucoup de codes en lien avec la distance qui était déjà dans le spectacle. Fait qu'au fond, la mise en scène a été principalement, à place d'avoir 2 écrans, on en avait un, puis comment interagir. Il y avait comment faire participer le public sur Zoom aussi, parce que ça faisait déjà partie, dans la version originale, il y avait comme un travail où il fallait que le public aide à l'acteur qui n'est pas présent sur scène à faire certaines choses. Là, sur Zoom, on était tous vulnérables, puis on pouvait tous pas se toucher pour faire quelque chose ensemble. Donc, on a travaillé de différentes façons pour permettre cette interaction-là. Mais effectivement, un peu comme disait Erika, c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est mis sur Zoom, ce rapport intime qui était tellement difficile à atteindre en salle, parce qu'un écran avec un public live, là, il y avait des gens qui embarquaient, des gens qui n'embarquaient pas. C'était quand même, je pense que ça fonctionnait, mais c'est quand même, on a travaillé fort pour l'avoir, alors que sur Zoom, à partir du moment où je te regarde dans mes yeux en ce moment, puis que toi, tu es assis devant ton ordi, là, le contact intime était vraiment plus facile. Là, cette proximité-là, était palpable. Fait que l'attachement était là tout de suite, puis la situation bien sûr, de Skype était plus anormale, elle devenait normale. Fait que, puis les acteurs ont beaucoup aimé cette version aussi parce que eux, ben, dans la version originale, bien sûr, ils étaient seuls à la maison, puis tu avais un public réuni en salle qui pouvait boire de la bière après. Pour eux, c'était comme, il y avait quelque chose de presque triste, tu sais, puis là, tout le monde était égal. Fait que pour eux, ils ont senti la même vulnérabilité, dans le fond, parce que eux,
ils sont là par leur connexion Internet. Dans la version en salle, la fragilité de la connexion fait partie du spectacle parce que, bien sûr, à chaque spectacle, on perdait un acteur. Il y avait Brandbod à Téhéran et sur VPN, c'est souvent instable. Je sais pas, le coloc de David a accroché le fil. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Puis, il y a plein de moments où on ne peut pas contrôler. Puis dans le spectacle, ça faisait partie de l'affaire. Mais là, le public était aussi vulnérable avec nous. Fait que ça rendait un peu... ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a cette fébrilité-là, sa fragilité de la représentation aussi était comme amplifiée, mais on était tous au même niveau. Il y avait quelque chose de plus démocratique, en fait. C'est ce qu'on a un peu trouvé. Puis une autre chose intéressante aussi, c'est qu'on a fait beaucoup d'ateliers scolaires où là, ben justement, entre autres, il y avait un atelier qui était des cours d'espagnol, puis elle avait des thématiques très politiques. Puis donc, ça a fait qu'on a pu, c'est David, mon acteur de Barcelone, et moi qui animais l'atelier en espagnol pour les élèves du secondaire. Donc aussi, je trouvais ça a été un beau moment que David puisse s'impliquer à distance, en fait, dans des ateliers comme ça. Puis aussi, mon actrice tunisienne a pu aussi venir animer un atelier en classe. Donc ça, je trouvais aussi que ça ouvrait une possibilité, bien sûr, là, sur les possibilités de rencontres internationales à travers la création. Puis bien sûr, ça l'a allumé beaucoup. Là. Je pense que les jeunes au programme international qui apprennent l'espagnol, il s'est passé quand même quelque chose de fort à ce moment-là aussi dans les ateliers. Mais c'est beau parce qu'effectivement, ce médium, ce langage, en tout cas, te permettait, encore là, bien avant la pandémie, de créer des rencontres un peu improbables sur des territoires géographiques éloignés, des réalités différentes. Mais justement, c'est ce que tu disais, c'est que tu retrouvais de la proximité à travers la distance. Donc, tu arrivais à créer ces liens-là grâce aux technologies. Puis on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, Mireille, mais c'est vrai que tu l'envisages vraiment comme un outil de création à part entière, c'est ce que tu me disais, mais c'est aussi un temps long de travail. On pourra effectivement y revenir. Je vais céder la parole aux incomplètes, mais tu me disais que quand même pour Bluff, vous en étiez à la 7e itération, puis il y avait toutes ces questions-là de méthodologie, comment apprendre à travailler ensemble. Donc, on pourra en reparler parce que c'est un petit peu sur ce terrain-là aussi que j'aimerais amener les incomplètes, Laurence et Audrey. Dans la discussion sur cette plateforme que vous êtes en train de réaliser, il y avait cette notion-là du sensible. Donc, comment injecter et apporter du sensible sur une plateforme web. Donc, juste ça, je trouve que c'est un beau et grand chantier, puis je voudrais vous lancer là-dessus. Mais effectivement, comment on traduit ce sensible qu'on vous connaît dans les spectacles, dans cette idée de poésie, de contemplation, comment ça se transpose sur une plateforme web et comment ça se traduit avec des collaborateurs qui sont des concepteurs web, comment cette idée est accueillie, comprise aussi de leur côté. Je me lance? Vas-y, je compléterai. Parfait. C'est possible que ma connexion soit instable à un moment aussi, là. On dirait que j'ai des petits avertissements depuis le début de la rencontre. Vous m'excuserez. Vie de village. C'est particulier de répondre à cette question-là parce qu'on est en plein dans la création, contrairement à Erika puis Mireille qui nous parlent de projets qui ont déjà eu lieu. Nous, on a le nez dedans. Mais j'ai envie de dire que ce projet-là n'est pas tellement différent des autres au plan de l'énergie de collaboration puis de la manière de drainer les collaborateurs dans notre univers puis dans ce qu'on a envie de créer avec eux. Simplement, on est sur des nouveaux terrains disciplinaires qu'on n'avait pas encore explorés, mais c'est un peu le cas de tous nos projets. Parce qu'avec les incomplètes, à chaque projet, que ce soit les projets en art vivant ou en art visuel, il y a pas mal toujours au moins un élément qui est nouveau. Quand on a fait « Eau », par exemple, qui est un spectacle pour la petite
enfance, on intégrait des langages électroniques, de programmation, travailler avec des petites machineries scéniques, puis travailler avec ces éléments-là de programmation, s'était révélé un grand défi. Parce qu'on menait un projet qui était de la recherche et développement pour développer les machines en même temps qu'on faisait la création puis qu'on faisait la production. Ça avait été tout un enjeu. C'était pas notre spécialité. On travaille avec un artiste dont c'est la spécialité, mais qui est aussi un chercheur. Donc, c'est un exemple, mais pour moi, on est un petit peu dans les mêmes paramètres. Donc, comment amener la sensibilité puis amener la couleur qui est la nôtre avec une nouvelle équipe de création? J'ai de la misère, en fait, à répondre à Ben, ta je question, pense que Mélanie. Je ne sais pas trop comment on fait ça. Mais ce que je pense qu'en tout cas qui est important à dire, c'est qu'à chaque début de projet, il y a tout le temps un temps non négligeable d'apprivoisement, je pense, avec nos nouveaux collaborateurs qui nous amènent des savoirs que nous, on n'a pas. Donc, nous, on a la curiosité, mais on ne sait pas comment faire. Puis des fois, nos idées fonctionnent plus ou moins, ou en tout cas, il faut trouver des trucs pour que les idées puissent se créer de la manière dont on a envie, mais avec ces nouveaux langages, ces nouveaux médiums. Fait que je pense que c'est ça ce qui prend du temps. Fait que créer cette plateforme web-là, ben c'est ça aussi. Ça fait longtemps, ça fait presque un an. Ça va faire plus qu'un an qu'on y travaille, puis elle va sortir. Ça va avoir pris presque un an et demi avant qu'elle arrive. Ben, ça prend du temps. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans la rapidité parce qu'il faut qu'on s'apprivoise, qu'on arrive à trouver un langage commun, un univers commun, qu'on arrive à comprendre comment chacun imagine les choses pour que quand on parle, on arrive à voir les mêmes choses au final. Donc, je pense qu'il y a ça. Après, ça change. C'est pareil pour chaque processus, mais c'est sûr que là, c'est plus intangible, je dirais, d'être sur le web parce que ça prend aussi du temps avant que les idées se concrétisent puis qu'on puisse voir un peu comment les choses vont se mettre en place. Donc, des fois, à la scène, on essaye des choses, on peut déjà anticiper, voir un peu la piste. Là, ça prend plus de temps parce qu'on est en attente que les gens nous produisent des choses, nous montrent des choses, puis ça ne se change pas sur le fly. On ne peut pas dire, finalement, mets-toi à droite à la place d'à gauche parce que je pense que c'est mieux. Ça prend du temps, la programmation prend du temps. Mais je dirais qu'il y a ça. Mais sinon, après, on a choisi, je pense, des artistes pour travailler avec nous, ce projet-là, qui ont une démarche extrêmement sensible et très poétique. Donc, je pense que ça nous a donné une... En tout cas, on pense, là, on a hâte de voir en vrai, mais on pense quand même que ça nous permet d'aller justement proposer une œuvre sensible de par chacune des œuvres qui vont s'insérer sur cette plateforme web-là vont avoir cette qualité-là, ou en tout cas, on l'espère. Laurence, tu as levé le petit doigt. Oui, j'ai levé le petit doigt juste parce que je pense que je vais revenir en arrière puis expliquer à notre assemblée quel est ce projet dont on parle pour essayer que ce soit un peu concret. Oui. En fait, le projet qu'on mène actuellement s'intitule Nous berceuses et c'est un espace web interactif à l'adresse des enfants à partir de 8 ans qui met en place un univers virtuel dans lequel l'enfant est amené à voyager, à faire des choix et ces choix-là vont l'amener à rencontrer des œuvres d'art. Sur ce site, il y a 12 œuvres, donc 4 œuvres vidéo, 4 œuvres sonores et 4 œuvres littéraires. Et on a convoqué des artistes femmes de différentes générations et de différentes origines à produire chacune une œuvre. Chacune dans leur champ disciplinaire. Donc, 4 artistes audio, 4 autrices et une vidéaste. C'était un choix qu'on a fait parce qu'on avait envie que Josiane Roberge, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, puisse explorer un corpus de 4 œuvres vidéo qui pourraient dialoguer ensemble et se répondre. Donc, quand l'enfant arrive sur ce site, il est accueilli par une voix qui le guide, qui lui donne quelques consignes pour le mettre en condition. Et tranquillement, il va devoir capturer ce qu'on a appelé des souvenirs. C'est des éléments lumineux. Ces éléments lumineux-là vont se transformer en collages, des collages qui symbolisent chacune des 3 œuvres qui vont être apparues à l'écran. Donc, il y a quand même de l'aléatoire dans tout ça. Tu ne peux pas voir les 12 œuvres en une visite. Tu ne peux en voir que 3. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on voulait limiter le temps d'écran, le temps de visite, puis parce que à un moment donné, c'est beaucoup, là, c'est quand même, il y a une densité esthétique là, absorbée.
Donc, on s'est arrêté à une possibilité de 3 œuvres. Après le visionnement de chacune de ces œuvres-là, donc le voyage sera toujours composé d'une œuvre sonore, d'une œuvre vidéo, d'une œuvre littéraire. Après chacune des œuvres, il y a une question qui est posée à l'enfant. Des questions assez philosophiques, assez ouvertes, assez sensibles aussi. Question de ramener l'enfant dans une certaine intériorité, puis de se positionner un peu par rapport à ce qu'il a ressenti suite au visionnement de cette œuvre-là. Il peut saisir sa réponse à la question dans le site. Je vous donne des exemples. Nomme 3 femmes importantes dans ta vie. Que vois-tu de beau par la fenêtre? Si tu étais un oiseau, où aimerais-tu aller? Ce genre de questions très, très ouvertes qui nous amènent un peu ailleurs, mais aussi dans l'intériorité. Et donc, à la fin du voyage, quand l'enfant aura vu 3 œuvres, répondu à 3 questions, son voyage va se matérialiser dans une dernière page qui est l'empreinte de son voyage, qui est les 3 collages qui représentent les 3 œuvres qu'il a vues, qui sont amalgamées ensemble, et les traces de ses mots, de ses réponses qu'il va avoir données aux questions. Et cette page-là va pouvoir être imprimée et coloriée. Donc, c'est important pour nous de ne pas rester que dans l'univers virtuel, mais de ramener l'enfant dans le réel, à la fois dans son chemin, en quittant l'expérience contemplative, puis en se ramenant à ce que ça lui fait, à son intériorité, son ressenti, sa réflexion, et que les traces de son voyage puissent être matérialisées dans quelque chose de tangible, puis éventuellement collectionnées, parce que s'il revient visiter le site d'autres fois, bien, il va pouvoir découvrir d'autres œuvres, puis faire un autre voyage empreint d'autres univers, d'autres esthétiques. Et donc, voilà, fait que ça résume un peu le projet. Là. Je ne sais pas si c'est clair, c'est très difficile en fait. C'est ça, les projets web sont très tentaculaires, puis il est en train de se construire. Donc, pour nous, c'est assez clair le chemin, mais on ne l'a pas encore vécu. On est au stade où la programmation est en train d'être réalisée. Et donc, on n'a pas pu nous-mêmes expérimenter ce voyage-là. Donc, ce que je vous expose là, c'est l'architecture de ce qu'on a proposé au programmeur, pardon, c'est pas le programmateur, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas pu le tester encore. Ceci dit, ça ne changera pas, là. Je pense que c'est vraiment vers ça que ça s'enligne. Puis, ce qui nous a donné une longueur d'avance, pour revenir à la question de Mélanie sur le fait d'amener du sensible dans tout ça, bien, comme Audrey le disait, on a abordé des artistes qui nous font hautement vibrer, qu'on trouve extrêmement pertinentes, touchantes, qui n'ont pas forcément toutes abordé l'enfance. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, de transmettre notre expertise de créatrice jeune public, d'adresse aux enfants à des artistes qui n'ont pas l'habitude de s'adresser aux enfants. Donc, ça a été beaucoup de dialogue, mais bon, elles ont beaucoup d'ouverture, puis considèrent hautement la sensibilité puis l'intelligence des enfants sans grands a priori, en fait. Là. Elles sont vraiment je sais pas, dans une vision humaine globale. Donc, pour nous, on est au bon endroit. Mais oui, c'est puis il y avait sûr que chacune ce des projet... démarches. Il y avait chacune des démarches qui pouvaient quand même rejoindre le jeune public. Là. Ils étaient assez ouvertes quand même dans leur démarche pour que ce ne soit pas non plus diamétralement opposé à ce qu'ils font habituellement, finalement. T'sais. Absolument. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Déjà, il y a le choix des artistes qui est pas fortuit. Là. On s'est vraiment interrogé à savoir qui on approcherait, mais ça part toujours de notre élan à nous, de notre intuition, de ce qui nous fait vibrer puis qu'on a envie de partager avec les publics. Puis ensuite, j'ai perdu mon idée, maudit. Ce projet-là s'inscrit dans le cycle des berceuses. Dans le cycle des berceuses. Le cycle des berceuses, qui est un cycle de création qu'on mène depuis déjà 6 ans. Donc, les nourritures, les thèmes, les ancrages à la fois matériels et conceptuels sont déjà vraiment très, très solides. Ce qui fait qu'on ne découvrait pas des nouvelles matières, on revisite des matières qu'on a déjà explorées sous différentes formes. Donc, la notion de sensible, elle est là aussi. Par exemple, on a fait beaucoup de collectage de berceuses, de sons dans l'espace naturel. On a fait beaucoup de rencontres avec des citoyens dans différents territoires.
dans le cadre de résidences autour du cycle des berceuses. Un cycle qui s'intéresse aux femmes qui bercent et qui se bercent, aux berceuses chantées puis aux chaises berçantes. Puis toutes les matières qu'on a collectées, on les a partagées avec les artistes qui étaient impliqués dans le projet, puis on leur a dit, vous pouvez vous en saisir pour inspiration, comme matériaux bruts pour composer, par exemple, vos paysages sonores. Vous pouvez ou pas, mais elles ont été au départ plongées dans nos matières puis dans notre univers, ce qui a permis de créer ce vocabulaire commun dont Audrey parlait tantôt. C'est assez chouette de redécouvrir aussi qu'est-ce qui a résonné chez eux finalement dans toute cette matière qu'on a accumulée pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui les a inspirés? Qu'est-ce qu'ils ont eu envie de prendre? Quel a été le point de départ finalement? Fait qu'il y a des matières qu'on a déjà entendues, nous, mais qu'on redécouvre complètement d'une autre manière par ce regard de ces nouvelles artistes qui s'approprient puis s'inspirent en fait de ces matières-là. Mais je pense que, en fait, quand tu m'as parlé du sensible, au-delà des œuvres commissionnées, hein, puis des matières, des thèmes que vous travaillez, je pense que c'était cette idée plus de navigation sensible, d'expérience sensible. Puis là, je vais renvoyer la question à tout le monde parce que, en fait, quand on travaille ces questions-là de virtuel ou d'expérience en ligne, le contexte de la réception nous échappe. Comme artisans de théâtre, je veux dire, on accueille les gens dans notre lieu. Parfois, on fait des tout petits chemins pour les mettre en disposition avant d'arriver dans la salle. On est là à la sortie pour parler avec eux, leur remettre peut-être un tout petit souvenir. Donc, ce contexte-là, on a moins de prise sur celui-ci, que ce soit une expérience en ligne, en direct, ou d'écoute ou de visionnement sur demande. Donc, peut-être j'aimerais vous entendre là-dessus, comment, malgré effectivement que ça nous échappe, comment on essaie d'en prendre soin de ce contexte-là de réception. Hein? Peut-être, je vais relancer la balle tiens, à Erika, puis on reviendra effectivement sur cette plateforme, parce que là encore, c'est un autre niveau d'une expérience intime qui se fait seule devant l'écran. Donc, on pourra en reparler peut-être chacune à votre tour. Hein? Oui, je trouve que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est dur. Tu sais, on se dit, il y a vraiment quelque chose qu'on lâche avec beaucoup moins de contrôle. Pour nous, par exemple, là, pratico-pratique, il y avait de la question, qu'est-ce qu'on fait si la classe est fermée et que les élèves sont à la maison? Est-ce qu'on fait le spectacle quand même? Et puis la réponse a été non. Pour nous, c'était quand même, on n'avait pas envie que cette expérience-là en soit une d'un individu seul avec un écran, mais quand même de garder une part d'écoute collective de quelque chose, d'être ensemble, réunis autour de la proposition. Pour moi, ça, c'était une façon quand même, parce que je me disais, par exemple, dans le cadre de la réforme, je n'avais pas envie de laisser les jeunes, ni les acteurs d'ailleurs, devant cette espèce de vide. Est-ce que j'ai un vis-à-vis ou bien finalement j'ai un jeune qui est sur son téléphone, sur Facebook, qui se lève, qui a envie de quand même leur offrir une écoute, une rencontre, une forme pas d'assurance, parce que bon, on n'en a jamais une, mais en tout cas de contrôler relativement ça. Puis aussi, on fait toujours une rencontre préalable avec l'enseignant, parce que là, dans ce cas-ci, dans le cas d'une représentation en classe, il y a un passeur avec qui on peut dialoguer, qui est là, qui peut jouer d'une certaine manière notre rôle, en disant, voici là, ce qu'on peut attendre de toi, puis si ça ne va pas, si la connexion, si ça, voici comment. On essaie de quand même créer un canal de communication parallèle. C'est pas comme si, c'est peut-être un peu plus facile à ce niveau-là que si l'œuvre était lâchée, puis que les gens l'attrapaient comme ça chez eux quand ils veulent. Fait que là, on avait quand même un contrôle du temps de la représentation. Souvent, même moi, j'assistais ou quelqu'un de la compagnie assistait en ligne avec les acteurs. On leur permettait aussi d'inviter des gens à la représentation pour vraiment avoir un sentiment de je joue pour des gens. Je suis en représentation. Moi, ça préservait une certaine théâtralité, en tout cas une certaine rencontre. Et puis, ce que je te disais là, au niveau après ça, d'un animateur, de quelque chose à la suite de ça, une discussion philo, un rebond sur ça avec quelqu'un là présent. Pour moi, ça aussi, c'était une façon de dire, voilà, on n'a pas juste lâché la forme, on est présent d'une certaine manière, puis sans contrôler chaque détail,
on soigne le lien, disons. Je pense que chez les incomplètes, c'est ce que vous faites aussi. Déjà, vous nous avez parlé du réinvestissement intime ou de l'engagement du spectateur en lui posant des questions, mais aussi, je pense que se développent en fait des projets de médiation en classe pour maintenir ce lien entre virtuel et tangible. Je pense que vous le nommez de cette façon-là. Je trouve ça assez beau, hein? Oui, puis on a réfléchi en fait à l'œuvre pour qu'elle puisse être faite individuellement, mais aussi en duo finalement. Donc, il y a des places aussi pour répondre si jamais l'enfant le fait avec son parent ou s'il le fait en classe avec un autre copain en classe, bien, chacun a la place pour répondre à la réponse. Donc, chacun peut s'investir dans ce voyage-là. Donc, il y a l'idée aussi que ce soit un moment partagé et qui permet d'offrir des échanges et des réflexions finalement. Donc, on essaie de réfléchir aussi à créer une œuvre qui va pouvoir se vivre pas seule, mais aussi en petits groupes ou en grands groupes, parce qu'après, dans tout le projet de médiation qu'on est en train de réfléchir, bien, chacun des enfants vont être en duo pour vivre l'expérience du site, répondre aux questions, mais ensuite, il va y avoir tout un retour en classe pour échanger sur les œuvres vues, sur les thématiques qui ont été abordées, et donc vraiment des discussions autour de ce qu'ils ont vécu, un partage ensemble. Ce qui était quand même une note assez importante qu'on a retenue par rapport à la conférence d'Adeline hier, de ramener ça dans le concret, dans le présent, puis dans l'idée du partage. Et il y a aussi tout un atelier de bricolage autour des mêmes matières qu'ils retrouvent dans le site. Donc, vraiment, c'est de ramener comment ancrer ce virtuel-là dans la réalité. C'est tout ça ce qu'on est en train de réfléchir. Il y a aussi l'idée de vouloir créer des ateliers aussi pour les parents, enfants qui auraient envie de le vivre dans un contexte aussi avec une médiation. Donc, il y a tout ça qui est en train d'être réfléchi là, pour accompagner l'œuvre. Ouais, ça, c'est sûr que c'est un bout qui nous interroge beaucoup parce qu'à partir du moment où on est dans une proposition qui atterrit dans l'espace virtuel chez les gens et sur laquelle on n'a aucun contrôle parce qu'on ne sait pas à quel moment de la journée, de quelle façon ce sera reçu, perçu, vécu, parce qu'on n'est pas là en présence, ni même en présence virtuelle, en fait, pour le vivre avec eux. Il y a une sorte de lâcher-prise nécessaire, mais en même temps, on essaie de mettre en place, comme on le fait avec les spectacles pour la petite enfance, on essaie de mettre en place l'écran, le plus possible, de mettre en place un écran dans lequel l'expérience pourrait se passer le mieux possible. Mais il y a vraiment des paramètres qui nous échappent. On pense juste à... C'est sûr que ça va être plus riche de vivre ce projet-là avec des écouteurs pour la qualité sonore des œuvres, par exemple. Mais je veux dire, on le sait bien que ça se peut que l'enfant, il regarde ça sur un téléphone avec le son du téléphone. Donc, ce ne sera pas optimal, mais c'est la vie. Puis, le site va être conçu pour être visionné sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone. Il fonctionne sur tous ces outils-là. Mais on le nomme, au départ de la visite, quand la personne arrive dans le site, il y a quelques consignes et on le nomme que si tu veux vivre une expérience optimale, mets tes écouteurs, tourne ton écran à l'horizontale. Donc, on essaie de soigner le plus possible les détails qui font que l'expérience va être vécue le mieux possible, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui nous échappent. Puis l'autre chose qu'on veut, pour la médiation en classe, bien, on crée un projet spécifique pour ça qui est accompagné par des humains en présence réelle, là. Donc, on a 2 médiatrices qui vont aller en classe, vivre le parcours avec les enfants. Chaque diade va avoir son iPad, ils vont vivre les œuvres. Bon, le processus Caudra décrit. Mais on essaie de réfléchir à une façon de faire une sorte de médiation, de rétroaction pour les familles à la maison aussi. Puis à cet égard-là, on est en train tranquillement de réfléchir à une appendice de site qui proposerait d'autres types de contenus, des rencontres, des rencontres avec les artistes, des entrevues, par exemple, avec les artistes qui nous parlent de leur démarche, des activités de création, des activités de discussion philo qui peuvent se passer entre les parents et les enfants. Après, ben, c'est la même chose. Est-ce que les gens vont s'en saisir ou pas? On ne sait pas trop. De ton côté, Mireille, donc ça se rapproche plus d'une expérience grand public, celle dont tu nous parlais en Zoom pour Intersection. Puis
on pourrait faire le pendant ou l'écho avec nous, les expériences familiales, parce que ça c'est possible aussi en ligne. Mais tu disais, donc, comment garder le public captif? Comment ne pas le laisser ou les laisser faire la vaisselle en même temps? Parce qu'il y a, il y a cette idée-là aussi, tu sais, de déconnexion avec ce qui se passe sur l'écran. On est beaucoup plus prompt soit à interrompre ou aller faire autre chose. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler, parce que je trouvais que c'était intéressant comme réflexion, hein? Oui, ben, au début de la pandémie, on se posait beaucoup cette question-là, là, puis il y avait beaucoup de gens aussi qui m'appelaient pour avoir des conseils. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme on a vraiment essayé de se faire une tête là-dessus aussi. Mais tu sais, moi, je me disais tout le temps, si le public en salle il est assis dans sa chaise, il peut juste comme, il peut pas s'en aller, là, tu sais, il est pris captif. Fait que, comme, quel élément, mais moi, tout au long de la création d'intersection en ligne, là, c'était cette idée de comment comme, le garder captif pour qu'ils soient attentifs avec nous, en fait. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on a pris comme choix, c'est de leur proposer, s'ils le voulaient bien, de garder la caméra ouverte et leur micro ouvert. En fait, j'avais toute une procédure d'ouvrir le micro quand les acteurs leur demandaient. Puis les caméras, idéalement, tout le temps. On avait quand même un bon tiers de la salle, là, disons, pour une trentaine de personnes à peu près, là, sur la centaine de personnes qu'on avait, qui gardaient leur caméra ouverte. Donc, il y avait un certain sentiment d'engagement. Moi, je me disais, si je me sens filmée, je vais être engagée. Je suis obligée de réagir, de sourire, de montrer ma présence. En tout cas, moi, c'est un peu le pari que j'ai pris. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça, mais au pire, tu fermais ta caméra et c'est tout. Mais je me disais, en gardant la caméra ouverte, tu te sens à l'intérieur de cette assemblée, tu te sens présente dans l'instant présent de la représentation. Puis toi aussi, tu es en direct avec eux. Tu sais, fait que ça fait partie des trucs qu'on a fait. Puis comme je racontais aussi dans l'intersection, on demandait à un moment, par exemple, de trouver un objet vert dans la maison. Chaque public mettait un objet vert devant la caméra, puis ça faisait une mosaïque pour permettre de créer une scène, tout le monde ensemble. Donc, à différents moments, comme ça, on intervenait. Fait que moi, c'est sûr que jouer avec le public, c'est un peu mon langage, là, c'est ce que je vais aimer faire là, aussi, mais toujours dans le sens de garder l'aspect performatif direct. Ça se passe là maintenant, comme je vous disais, c'est fragile, puis au fond, c'est plus des codes un peu de la performance, en fait, parce qu'il y a de l'aléatoire, puis on joue avec cet aléatoire-là. Mais même dans mes shows en salle avant, j'aime beaucoup jouer avec cet aléatoire-là pour justement toujours remettre le direct de la représentation de l'avant, puis te rappeler que tu es assis dans une salle de théâtre, là, dans l'immédiateté là, de la représentation. Puis, par rapport à un peu aussi à le côté... Bien, de un aussi, il y a une réflexion aussi générale, je pense que avec les outils numériques qui nous sont offerts, je pense qu'il y a un grand intérêt aussi à l'aléatoire. Là. Puis je pense que dans les nouvelles écritures dramatiques, je me pose beaucoup de questions aussi là-dessus, sur le fait aussi, je pense qu'il y a un volet, je pense que, puis les auteurs se posent beaucoup de questions aussi sur ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans l'acceptation de l'aléatoire que je pense qu'on peut tranquillement aller vers une réflexion sur accepter aussi que le langage, parce que c'est sûr que les outils numériques, l'interactivité, les senseurs, quand on veut faire participer le public, on contrôle moins la dramaturgie. Puis, dans le processus d'intersection, on a eu, en fait, au moment de la création aussi, pour mettre de l'avant direct, on voulait faire de l'aléatoire, que le public, en fait, choisit les scènes en fonction des objets qu'ils choisissent. Puis, on a travaillé là-dessus super longtemps, mais finalement, on n'a pas réussi à le maintenir dans la création parce que c'est dur de ne pas avoir de contrôle sur sa dramaturgie, mais bon, il y avait comme un moment donné, il a fallu faire un choix, mais c'est venu quand même pour justement, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devant un écran en train de regarder du cinéma? Ben, c'est du théâtre, donc le côté performatif doit être mis de l'avant. Donc, on a eu des grandes réflexions là-dessus. Finalement, on ne l'a pas fait, on l'a fait différemment, mais quand même, il y a eu une bonne réflexion là-dessus, puis je pense que c'est ça aussi que ça amène aussi un peu le langage de la performance et plus sollicité aussi, je pense, avec les outils numériques là, aussi.
Ouais, c'est intéressant de le ramener, en tout cas, à la performance, comme tu dis, grâce à l'interactivité que permet les outils technologiques, à cette notion-là d'aléatoire aussi. Ça nous place aussi dans d'autres formes d'écriture, dans d'autres formes de dramaturgie. Puis, je voudrais quand même ouvrir à la salle parce on n'est pas seul. Vous êtes là, j'en vois certains. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour relancer Mireille, Erika, Laurence, Audrey. On a parlé de beaucoup de choses que je retiens, tu sais, pour le moment. Puis c'est ça qui me touche beaucoup. C'est un grand paradoxe. Malgré la distance ben, des écrans, c'est tout ce lien aussi qu'on a réussi à retisser, retrouver parfois, tu sais, un sentiment de proximité, puis un sentiment de réel, d'être avec l'autre. Donc, je pense que c'est des notions aussi qui peuvent être réinvesties dans ce futur-là, dans ces explorations futures. Puis moi, une question peut-être que je me pose, on réfléchit beaucoup à l'accessibilité. On sait qu'il y a énormément de freins aussi à la sortie au théâtre pour toutes sortes de raisons. Évidemment, le web a d'autres obstacles. Donc, c'est pas tout le monde qui a une connexion haute vitesse, ou voire même une connexion, mais en continuant, en tout cas, d'explorer ça permet une accessibilité différente aussi. Puis je pense que c'est non négligeable dans notre société actuelle de réfléchir à ces questions-là, puisque le en ligne nous permet aussi de rejoindre des publics qui sont plus éloignés, qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas venir au théâtre. C'est sûr que c'est ce qu'on fait, c'est ce qui nous anime, ce qui va continuer de nous faire vibrer, mais quand on travaille, par exemple, sur des questions de représentation décontractée, bien, on se rend compte à quel point, c'est ça, il y a beaucoup de freins à la sortie. Donc, voilà, toutes ces questions-là peuvent être réinvesties aussi par l'exploration du virtuel. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous manifester par le chat, par la petite main levée. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Hein? Il y en a qui ont juste envie de nous partager aussi certaines expériences qui Oui, ont absolument. mené, ça nous ferait plaisir de les entendre aussi. Oui, j'ajouterais même s'il y en a qui ont des expériences, qui ont vu à l'extérieur de ça, si ce n'est pas vous nécessairement qui avez une expérience virtuelle ou si vous avez eu contact avec d'autres expériences, partagez-les, ça peut être très intéressant. Ben, peut-être si ça ne vient pas tout de suite du côté de la salle, c'est peut-être une question qu'on peut relancer, en fait. Jean-François qui Ah, Jean-François. Grand gueule, Jean-François, effectivement. Non, mais oui, en fait, vos trois projets sont vraiment intéressants. Je trouve qu'on analyse, Mélanie, est vraiment riche. C'est vrai que quand on fait le lien avec les représentations décontractées, etc., ça, c'est vrai qu'il y a comme une piste de réflexion par rapport à l'accessibilité je trouve qui est positive et qui valorise un petit peu cette lignée-là qui est un chemin de traverse qu'on a tous été un petit peu obligés de prendre. Je trouve que c'est comme une façon un peu positive d'aller à contre-courant aussi de cette peut-être cette écœurantite ambiante des fois sur le numérique, comme si c'était le démon. Mais cela dit, nous, pendant moi, je vais parler en mon nom, mais j'ai fait une activité qui est un petit peu semblable à ce que Erika, vous avez vécu pour faire de Sherbrooke, c'est-à-dire offrir en Zoom des représentations dans les classes. Puis nous aussi, on l'a fait un petit peu de façon forcée parce que ça aurait dû être en présentiel. Finalement, c'est devenu une mise en lecture Zoom. Et puis nous aussi, ça nous a quand même agréablement surpris. On a eu une adhésion très, très forte de classes qui ne venaient pas nécessairement au théâtre. Puis ça a créé des nouveaux liens. Et puis, il y a quelque chose de cette proximité-là, d'une classe à la fois, qui peut-être nous fait repenser la logistique de comment on peut travailler avec nos équipes, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire une représentation pour 300 personnes. Nous, on a quand même décidé de garder une à deux classes à la fois pour les lectures, mais ça nous a amené sur des questions comme vos deux projets, c'est obligé d'être une seule classe à la fois. Là, après, d'un point de vue diffuseur, on se disait, tout d'un coup, si on a 5 classes qui peuvent juste en même temps, mais on pourrait, en théorie, les plugger sur le même lien. Et là, ça amenait la question
un petit peu, parce que là, si je fais du pouce sur ce que Mireille soulevait, c'est le fun d'être en interactivité, en interaction, ça garde un lien avec le public. Mais là, nous, on n'avait pas d'interaction dans notre proposition. Fait qu'on l'a essayé une fois, ah ben là, il y avait plus de classes, on va être plus de classes. Puis ça a quand même très, très bien marché, même qu'après, quand à la fin, tout le monde a ouvert leur caméra pour parler, ça a aussi très, très bien réagi. Puis les retours de ces représentations-là ont été encore meilleurs que celles où on avait juste une ou deux classes. Fait que ça m'amène en fait cette réflexion-là, parce que bon, c'est sûr qu'on s'est complètement déconnecté du public à ce moment-là, puis on saute un petit peu dans le vide. Mais en fait, comme artiste, je préférais quand on était avec une seule classe. Comme diffuseur, ben, je trouvais ça le fun quand on était capable de mettre 5 classes en même temps, parce que ça nous permettait d'en faire plus, puis de justement pas créer un déficit à chaque fois qu'on avait une représentation. Ça venait un peu couvrir le coût de plateau. Fait que, voilà. Et c'est un monde de business. Fait qu'il y a aussi cette question-là du revenu potentiel versus les coûts, parce que ça coûte moins cher qu'une représentation en salle, assurément, d'être sur un Zoom. Mais voilà, ma petite réflexion du matin. Puis peut-être juste avant de donner la parole à Ali, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-François, parce que Erika, dans la discussion, tu disais que c'est aussi, ça t'a permis de créer une rencontre assez intime sur un mode écolo par rapport à ta situation, toi, de création à Sherbrooke. Peut-être juste nous en dire un tout petit mot, puis on va passer la parole à Lise. Oui, puis si tu me permets-tu, Mélanie, de répondre, de rebondir juste vite sur ce que Jean-François dit. Jean-François, tu sais, je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport à ce que ça peut rejoindre des nouveaux publics. Je voulais dire qu'on a vécu ça, nous aussi, c'est drôle, comme si cette invitation-là, en virtuel, allait donner une espèce ça calmait certains enseignants qui nous avaient jamais fréquentés. C'est comme une espèce d'autre forme d'accès. Et bon, ça, c'est une chose, là, tu sais, qui est toujours le fun pour un diffuseur, peu importe. Mais moi, ce que ça m'a donné, notamment dans le cadre de la réforme, ça m'a donné l'occasion de rencontrer de nouveaux publics. Je pense que si on avait présenté ce spectacle-là en salle, c'est souvent des types de milieux, d'écoles, de clientèle, d'enseignants avec qui on partage certaines valeurs. Alors que là, on se retrouvait dans des groupes, par exemple, de sport-études, devant une gang de jeunes qui s'en vont après ça faire leur pratique de hockey ou dans d'autres milieux complètement. Puis là, quand vient le moment de s'exprimer sur le propos, puis sur, par exemple, les points spécifiques au fond du spectacle-là, bien là, tout d'un coup, on entend une autre voix avec laquelle on peut dialoguer. Moi, ça, j'ai trouvé ça d'un grand intérêt sur le plan artistique. Tu fais, bon, mais là, on n'est pas comme on prêche pas, on convertit ici, on entend d'autres idées de toute une tranche de jeunes de la population, puis c'est excessivement pertinent d'être là et d'entendre ça. Puis oui, Mélanie, pour revenir sur ce que tu disais par rapport, nous, quand on regarde après ça nos budgets à Sherbrooke, des fois, c'est toujours un peu navrant quand il y a un petit bassin d'artistes ici, il y en a, mais pas tant, de dépenser 10 000 $ en per diem sur une production. Tu fais, comme comment ça coûte si cher travailler en région, alors que là, tout l'argent s'en allait en cachet aux artistes directement. Et moi, il y avait un côté comme fort satisfaisant de ne pas payer du transport, puis du transport, puis du transport, puis encore du transport. Et je me dis, ça, c'est à préserver. Je n'ai pas envie de travailler qu'en virtuel, mais c'est certainement une façon pour que l'argent aille aux artistes encore plus directement. Lise, à toi. Je trouve très intéressant ce que Jean-François vient juste de dire par rapport à la diffusion. Et moi, j'ai des inquiétudes par rapport aux paramètres de diffusion de ce genre de truc-là sur lequel on a très peu de contacts. Et oui, il y a beaucoup d'économies, mais pour l'instant, j'aurais plus besoin et envie de rebondir sur quelque chose dont tu as fait part, Mélanie, quand tu parlais de navigation sensible. Qu'on a moins de prise sur la réception de ce qu'on propose. La réception nous échappe. Il y a Mireille qui nous a parlé d'objets verts que les spectateurs allaient chercher dans la maison ou là où ils étaient pour,
pour réussir à voir le public, à ce que le public soit présent. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée. Et moi, toute cette question-là, qu'on fasse plus appel au langage de la performance, j'aimerais ça entendre encore Mireille là-dessus, sur l'aléatoire de la dramaturgie qu'on ne contrôle plus. Puis sur ce rapport-là que moi, j'ai établi depuis plusieurs années, puis qui m'est nécessaire dans une représentation théâtrale, particulièrement avec des enfants, je dis toujours que le spectacle n'est jamais, 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 jamais le même. Face à l'écran, comment je fais comme artiste pour recevoir? Quelle est la réception? À quoi je peux m'attendre comme réception? Et quand Mireille, tu nous parles de langage de la performance, j'aimerais ça que tu élabores un peu plus là-dessus. Merci. Oui, ben en fait, ça reste quand même, pour moi, c'est un début de réflexion. Je n'ai pas encore, mais je pense que, entre autres, le projet de Laurence et Audrey va avoir une partie hyper aléatoire aussi là, par rapport à ça. Fait que vous pourrez peut-être aussi rebondir, les filles. Mais ben, moi, en fait, c'est ça, en fait, moi, ce que je me rends compte aussi avec, par exemple, puis même Lise, on faisait une formation à Rouen sur l'utilisation des nouvelles technologies, puis par exemple, on utilisait une Kinect qui captait le mouvement du spectateur, puis qui permettait de... fait que le spectateur, dans le fond, en fonction de sa position dans l'espace, faisait changer les paramètres là, donc de la vidéo, en fait, qui, par exemple, bon, là, ça pourrait être fait avec des acteurs ou de façon différente, mais ce côté-là, exploiter la présence du public et que sa présence soit un peu comme, j'ai comme le goût de dire honoré, parce que dans le fond, il a le plaisir de pouvoir avoir un impact sur l'instant présent de la représentation. Je pense que c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui colle avec les nouveaux outils numériques. Moi, je me dis tout le temps, quand on n'utilise pas le quatrième mur, ben, ça reste un spectacle figé qui bouge très peu. Puis pour moi, ben, j'ai envie que je me déplace au théâtre, je m'assois dans une salle, j'ai envie que mon choix de me déplacer, de faire venir un impact sur la représentation. Je sais pas, il y a plein de façons de le faire, mais disons que ça reste quand même une récurrence dans ma recherche personnelle. Mais puis je me dis, ben effectivement, je sens que ces outils-là, justement, puis, tu sais, je veux dire, ma réflexion n'est pas, on est au début, là, mais c'est que d'utiliser comme, en fait, la présence du public pour que certains éléments de la représentation puissent bouger, qui fait que le fait que je sois dans la salle ce jour-là ait un impact sur la représentation. Pour moi, ça vient comme m'allumer. Puis aussi, en fait, je vais peut-être dévier un peu, mais à Intersection, justement, il y a eu un moment, on était dans la version en salle, le public est assis dans la salle, David est en Barcelone. Au moment de son monologue, bang, sa connexion Internet lâche. Puis là, tout le public est sur sa chaise à faire « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tout le monde... Là, ça comme un peu... Là, la salle est comme full impliquée dans la représentation, là, parce que là, David me racontait quelque chose qui est parti, tu sais. Puis là, je me rappelle de ce moment-là. Puis là, nous, c'est sûr qu'on trouve une façon, on change de scène, on joue, tu sais... c'est pas grave, ça pouvait arriver, là, on a joué avec ça. Mais à la fin de la présentation, tout le monde me disait que leur moment préféré, c'était le bas technique de David. Là, qu'on a perdu David! Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, je me dis, fait que là, on était comme... En fait, j'avais comme... C'est ça. Fait que je me dis aussi, il y a quelque chose... Je pense que les gens ont vécu quelque chose de particulier en direct, là, de l'ordre de la performance, dans le fond. Puis ça les a impliqués dans la représentation, puis il y avait comme un sentiment d'appartenance à ça. Fait que saisir ce moment présent, qui est un code pour moi un peu plus de la performance, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'implication. Là, on était dans un public en salle, mais je pense que le côté aléatoire peut mener à ces moments-là. Après, est-ce qu'on devrait toujours faker un bug? Là, ça ne marche plus, je ne sais plus, mais il y a quelque chose de... comme je vous parlais tantôt de la fragilité, ça fait qu'on est tous dans l'instant présent de la représentation. Là.
ça sera un peu ça à quoi je répondrais là, à ta question, Lise. Ce que tu décris, Mireille, ben, finalement, tu sais, c'est le réel qui fait éruption dans la représentation théâtrale. Puis il y a déjà tout un courant, tu sais, qui travaille à réinjecter, en fait, du réel dans la représentation théâtrale via, effectivement, la présence de non-acteurs, de l'aléatoire. Donc, ce courant est déjà là. Puis c'est intéressant, je trouvais que tu le ramènes aussi sur le plan du virtuel ou des outils numériques qui nous permettent de travailler ça aussi différemment, autrement. Puis Lise, je rebondirais aussi dans cette idée, justement, qu'on n'a pas de contrôle sur le contexte de la réception. Moi aussi, ça créait de grands, grands vertiges quand je me suis lancée dans ces aventures là. Puis en même temps, il y a quelque chose où, quand les incomplètes me racontaient la plateforme, ils disaient, ah, mais il y a quelque chose de proche de la lecture aussi. Où ça peut être une expérience. Évidemment que l'écran n'est pas le livre. Ça, c'est pas le même rapport sensuel, le même rapport physique, mais il y a quelque chose qui me touche aussi dans croire en ce pouvoir de l'art qui fait son chemin de manière intime et secrète. J'y crois, puis ça m'oblige à y croire encore plus en utilisant ces outils parce que c'est vrai que les gens, on écrit un livre, vont pas nous écrire le lendemain en disant oh, mon Dieu, quel passionnant récit, ou il y a une distance plus grande entre le créateur et le récepteur. Puis on dirait que ça nous replonge, en tout cas en utilisant ces plateformes-là, un peu dans ces relations-là qui sont plus distancées, auxquelles nous, on est moins habitués parce qu'on vit habituellement l'immédiateté de la réception. Puis après, on peut en avoir différentes interprétations, qu'on soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais c'est ça, je trouvais qu'il y avait un rapport similaire au livre. Audrey, peut-être tu peux nous en parler encore un tout petit peu plus de cette réception intime. Hein? Ben, je vais passer peut-être la parole à Laurence qui avait le doigt levé pendant que Lise parlait, là, mais moi, je trouve ça beau aussi d'imaginer que tout d'un coup, on peut s'inviter dans l'intimité des gens à des endroits où on n'aurait peut-être pas réussi à les rejoindre. Je veux dire, dans le sens où je trouve ça beau aussi, ça, tout d'un coup, qu'ils puissent être en contact avec notre œuvre dans un lieu qui leur est intime, un lieu personnel, un lieu qu'ils aiment, un lieu où ils sont confortables. Tout d'un coup, la réceptivité n'est pas nécessairement la même, puis la disponibilité ne sera peut-être pas la même. Des fois, non, mais je trouve qu'il y a quand même ça de beau là, dans cette idée de pouvoir aller les rejoindre dans des endroits où ils sont. Puis des fois, ça peut être des endroits qui sont moins appropriés, mais il y a des fois où tout d'un coup, il y a comme des chemins qui peuvent s'ouvrir qui n'auraient pas pu s'ouvrir ailleurs qu'à cet endroit-là, finalement. Mais je vais te passer la parole, Laurence, comme tu l'avais demandé. Bien, j'allais un peu au même endroit que toi. Ça vous étonnera. Mais j'avais envie, tu sais, quand même de souligner, c'est ça, la nature de nos projets, des projets de Mireille et Erika se passe en direct. Le projet dont nous, on vous parle, c'est pas un projet en direct, c'est un projet qui est construit, puis qui est tel quel, puis qui est apporté aux gens. Donc, on a encore moins de relations avec les publics. Mais oui, effectivement, puis on n'est pas dans le théâtre non plus, tu sais, on est un peu dans une drôle de position dans ce panel-ci parce qu'on n'est pas du tout dans le théâtre. En fait, on est dans une proposition multidisciplinaire qui touche beaucoup plus aux arts numériques et aux arts médiatiques, qui est un autre champ de notre pratique. Toutefois, il y a quand même une réflexion dramaturgique à travers ce projet-là. Mais oui, effectivement, on est plus proche de l'expérience du livre ou même de l'expérience d'une visite en galerie. Donc, c'est pas le même rapport. Puis tout d'un coup, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'arrête pas d'y revenir là, depuis le début de la conversation. Le mot intimité revient constamment de différentes manières, mais c'est ce que moi je retiens, en tout cas pour l'instant de la conversation, c'est ce désir qu'on a, là, tout le monde, qu'on partage de provoquer des temps d'intimité, de rencontres intimes avec l'œuvre, avec les artistes, du spectateur à lui-même, du spectateur avec d'autres spectateurs ou un co-visiteur de l'œuvre. Puis je trouve ça assez chouette, en fait. Puis visiblement, moi, les filles, j'ai été... excusez, je fais un peu de coq à l'âne, mais c'est parce que j'ai été agréablement surprise de vos constats par rapport à l'intimité que ces médiums-là ont permis de mettre en place.
Puis quand vous dites probablement que ça a permis une plus grande intimité que si on avait été en présence des gens, Erika, quand tu dis, si les acteurs avaient été en classe, la théâtralité aurait créé une distance qu'on n'avait plus, qui a été abolie par le médium Zoom, alors que avec mes a priori, j'aurais pensé le contraire. On pense qu'on est plus à distance, mais finalement, on est dans un langage qui est tellement familier, qui est tellement unificateur, que tout le monde connaît, possède. C'est ça, il y a une familiarité du médium. Je ne sais pas, en fait, à quoi ça tient. J'avais envie de te poser la question, Erika, à quoi ça tient cette intimité instantanée puis cette familiarité qui peut s'installer quand tu parlais des jeunes là, qui intervenaient, puis qui disaient « Ah non, moi, je veux dénoncer ça, c'est pas vrai. » Qu'est-ce qui fait que c'est plus possible avec la forme en Zoom qu'avec une forme en direct, en live? Mais là, il y a comme deux choses, on dirait, dans ce que tu dis. La question de dénonciation, là, au contraire, ce n'est pas une question d'intimité. Là, c'est la distance qui devient gagnante. C'est le fait que l'individu ne soit pas en présence. Donc, comme sur les réseaux sociaux, comme ça, c'est plus facile avec de dire, il n'est pas en avant de moi. Là. Fait que, c'est comme, il va se gérer. Puis, on ne vibre pas là, dans la même pièce, fait que je n'aurai pas à gérer sa vibration. Moi, je vois comme, je peux y lancer quelque chose dans la gueule, plus. Donc, prendre position, là, ça devient utile, ça leur permet de prendre position. Puis, à l'autre côté, pour toute la question de l'intimité, bien, ne serait-ce que la posture, la voix, comme d'un coup, on devient dans un jeu qui n'est pas un jeu théâtral, ça crée de l'intimité, mais cette vulnérabilité-là, pour moi, en tout cas, des acteurs, on le sait qu'ils sont chez eux. Il y a comme une crédibilité, une espèce d'ouverture, une petite fenêtre sur OK, ça, c'est sa bibliothèque en arrière, elle est chez elle, puis il n'y a rien qui la maquille ou elle n'est pas transportée, elle n'est pas, le côté est infiniment fragile de l'autour, pour moi, là, donne de l'intime, tu fais comme, ça devient, oui, c'est ça, une espèce de proximité, comme si tout d'un coup, on avait un contact vraiment privilégié, ce qu'on ressent au cinéma, mais on n'est clairement pas dans une expérience vidéo. On est en présence. Et là, comme ça se sent beaucoup, ça. Fait qu'il y a comme on gagne le côté c'est ici que ça se passe, c'est maintenant du théâtre, puis le côté je vois le détail de ta peau, la cassure dans l'œil du cinéma qui est si belle. Mais là, on bénéficie tout d'un coup des deux. C'est pas parfait, là, je dis pas que je suis en train de... Mais par moment, pour moi, il y a comme, oh, c'était nouveau pour moi. J'avais cet a priori-là, moi aussi, qu'on allait forcément perdre, puis être dans un plan B. Puis là, ça devenait pour moi un plan A, en tout cas, à ce moment-là, là, complètement. Julie Doneda, on veut t'entendre. Hein? Oui, allô, bonjour. J'avoue que je fermais ma caméra parce que je voulais justement vous épargner l'intimité de mon visage enrhumé, mais vous aurez quand même l'ensemble. J'ai envie d'intervenir, mais c'est sûr que tout ce que vous nommez est super intéressant, puis ça me donne envie de partir dans beaucoup de directions. Alors, je vais essayer de me focusser. En fait, on a testé, nous aussi, à la Maison des Arts l'an dernier, une expérience de web diffusion en direct en adaptant le projet de Petite sorcière solo, donc avec Projet MU, qu'on devait accueillir en salle et que donc on a redirigé sur la plateforme Zoom, mais c'était vraiment dédié à un public scolaire. Donc, j'aurais envie de vous partager déjà une chose, là, parce que vous parlez beaucoup d'intimité, de contact direct. C'est sûr que nous, une des choses à laquelle on s'est quand même heurté, c'est qu'on était vraiment avec un public d'assez jeunes enfants, je dirais premier, deuxième cycle, mais surtout première, deuxième année. Et je questionne d'une part ce niveau de rencontre-là avec un public aussi jeune, parce que pour nous, ça a quand même été un enjeu, je dois dire. En tout cas, là encore, on a beaucoup, comment dire, on a les échos à travers les enseignants, mais c'est sûr que tout le contexte de la réception dont vous parlez nous a énormément interrogés, puisqu'on a eu beau essayer de mettre à disposition des consignes pour accompagner les professeurs dans vraiment recréer un espace favorable d'écoute dans la classe, mettre quelque chose devant la porte, ne pas déranger, etc., etc.
On a quand même entendu beaucoup qu'il y avait énormément de textes, que les enfants avaient du mal à suivre, que 45 minutes, c'était vraiment long, ce genre de choses-là. Donc là, je questionne l'âge par rapport à cette possibilité vraiment d'intimité. Et là, je veux bien vous entendre là-dessus, mais l'autre chose sur laquelle je veux vous amener, qui va vraiment dans le même sens, c'est que nous, comme diffuseurs, évidemment, on s'est énormément interrogé sur notre rôle à l'intérieur de cette histoire, surtout par rapport à un public scolaire. Vous êtes beaucoup de producteurs autour de l'écran ou bien producteurs, diffuseurs, un petit peu comme Erika et Jean-François. Mais justement, dans notre cas, on s'est interrogé sur comment, dans le fond, vous, les producteurs, vous voyez notre rôle d'accompagnement, alors qu'en temps normal, le contexte de la réception, on essaie le plus possible d'avoir un contrôle dessus quand on est dans notre salle. Donc, voilà, j'espère que c'était clair. Merci. Oui, est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Moi, je peux peut-être juste faire une intervention par rapport à l'âge. Je ne sais pas si c'est l'âge qui est en question, mais le format. Pour m'être adressée aussi à ce groupe d'âge-là, évidemment, peut-être dans un mode différent qui était plus le familial, mais je suis allée soit avec des très petits formats, hein, soit d'écoute sur demande ou d'expériences qui étaient pas tout à fait du théâtre, mais plutôt des expériences qui intégraient l'interaction aussi. Donc, qui invitaient le jeune public à participer à la représentation. Donc, il y a peut-être ça aussi à repenser parce que le théâtre qui n'est pas adapté pour la plateforme, tu sais, qu'on réfléchit pas aussi ben, pas qu'on réfléchit pas, mais qui est pas recréé, un peu comme le disait Erika, ça passe quand même parfois difficilement la rampe. Donc, il y aurait peut-être ces questions-là à se poser. J'ai pas vu, j'ai entendu le balado qui est absolument extraordinaire. Donc, j'ai pas vécu l'expérience de petite sorcière en ligne, mais c'est vrai que ça demande une attention qui est très, très grande quand on n'a pas effectivement tu sais, le contact là, réel de l'actrice. Puis aussi en classe, souvent, les élèves n'ont pas accès à un écran unique. Ou enfin, ils ont accès à un écran unique, ils n'ont un écran individuel. Donc, ça aussi, ça peut changer la donne, non seulement pour les représentations, et même pour certains types d'ateliers en ligne qui deviennent même difficiles quand c'est qu'un grand écran au fond de la classe pour justement travailler cette interaction puis cette intimité. Je vois Mireille et Erika qui ont la main levée. Moi, je voulais juste partager une expérience. J'ai aidé à la mise en scène d'une adaptation d'un spectacle sur les mathématiques en clown de Juliane Leblanc. Puis, mais ça aussi, en fait, je trouvais que pour les jeunes groupes, ça avait fonctionné, mais aussi encore là, c'est la notion de clown, d'interactivité. On avait quand même mis pour un court spectacle environ 5, pour un court spectacle peut-être 45 minutes à peu près, 4-5 moments où le public devait dire des choses. Là, fait qu'encore là, c'est une petite intervention juste pour dire que cette expérience-là avait quand même été favorable dans des groupes jeunes. Erika. Oui, moi aussi, c'est une intervention rapide en lien avec aux deux questions que tu soulevais, Julie, le rôle du diffuseur, mais d'abord cette question-là là, du contexte d'écoute. Moi, je t'ai interpellée par ce que tu dis, Mireille, de réfléchir ça en termes de performance. Tu sais. À mon avis, une des façons de favoriser l'écoute, c'est notamment de ne pas faire abstraction du contexte de la classe. Tu sais, moi, quand j'ai initié ce cycle de petites formes-là, j'avais pas envie, je me disais toujours au metteur en scène, j'ai pas envie qu'on transforme la classe en un lieu de représentation en s'attendant qu'on va recréer une toute petite salle dans une classe, mais au contraire, j'ai envie qu'on soit dans une classe. Puis qu'on est dans une classe et il y a un spectacle. Donc, on accuse la classe, même on l'intègre à la réflexion au niveau de la création. Fait que ça, pour moi, c'est d'essayer dans ce qu'on envoie, ce qu'on projette aux enseignants, essayer de faire ça avec le plus d'ambiance possible. C'est comme si là, on essayait de... Mais après ça, je pense que c'est malheureusement pas vu, moi non plus, Petite sorcière, puis je suis certaine que ça ne s'adapte pas à tout, mais peut-être que tout n'est pas adaptable. Donc, parce que si on a besoin de l'écoute d'une salle
puis que là, on se retrouve en virtuel, je pense effectivement que ça doit être archi difficile à recréer, là, alors que si déjà on est la pièce est faite pour être jouée dans une classe, donc l'intercom peut sonner, donc on peut être interrompu, ça ne vient pas comme tout d'un coup entrer dans l'univers qui devrait être une forêt. Puis tu fais, mais ça nous sort complètement de là où on devrait être. Puis pour moi, ta question du rôle du diffuseur, mais quand tu es venu cette réflexion-là, même en présence, de faire circuler des projets hors salle, pour moi, on devrait le réfléchir un peu de la même façon qu'un projet en forêt ou qu'un projet dans une classe ou dans un autre lieu que la salle. Je souhaiterais personnellement, comme compagnie productrice, ne jamais intervenir sur les territoires des diffuseurs, ne jamais directement dialoguer avec les publics que les diffuseurs s'efforcent de tisser des liens tellement précieux avec chacun, avec leur spécificité. Donc, pour moi, c'est la même chose. Ce sont des offres autres, mais je pense qui pour moi, pourraient tout aussi bien passer par le diffuseur qu'un projet in situ ou qu'une forme autre, pour pas qu'on aille justement à aller créer de l'interférence sur les territoires, le tien par exemple, et évidemment celui de tout le monde. Audrey? Ben, tu sais, je vais y aller vite, là, mais ce que moi je voyais, en fait, ce que je me disais, c'est aussi, il y a le mot adaptation là, ou adaptabilité que j'ai entendu beaucoup. Là, je pense que l'idée de la force puis de pouvoir vraiment bien rejoindre le public là où il est en classe, par exemple, c'est juste qu'on ne peut pas vouloir représenter le spectacle tel qu'il aurait été présenté dans la classe, mais les gens assis dans une salle de classe, c'est comme si il faut l'adapter, il faut tenir compte, comme Irka disait, du contexte. C'est quand Irka disait, tout d'un coup, il y avait une intimité qui se créait avec le personnage parce qu'il était dans sa chambre, il voyait sa bibliothèque, il voyait, ben, si on avait senti qu'elle était derrière un décor théâtral, tout d'un coup, cette intimité-là serait venue biaiser finalement. Fait qu'il y a comme puis quand Irka a dit, ben, on a comme tout retravaillé, on a fait une nouvelle mise en scène pour l'adapter finalement à ce nouveau contexte-là, ben, je pense que c'est peut-être ce qui a permis justement d'avoir cette richesse-là, c'est que tout d'un coup, l'œuvre, ce n'était pas la même qui aurait été jouée au théâtre, qui a été offerte par le numérique parce qu'elle a tenu compte en fait des paramètres, puis des notions, puis de ce que le web pouvait apporter pour en tirer le maximum. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là aussi, c'est qu'il y a quand même la question qu'il faut adapter, en fait. Je pense qu'on ne peut pas reprendre le projet tel qu'il est parce que tout d'un coup, s'il est sorti de son contexte, c'est sûr que c'est plus difficile à ce qu'il soit bien reçu. Fait qu'il y a cette question-là, je pense. Puis l'idée, ben, je suis assez d'accord aussi avec Erika, c'est que l'idée, c'est vraiment pas de vouloir venir nuire au travail des diffuseurs. Donc, c'est de voir comment, en tant que compagnie productrice et diffuseur, on peut travailler ensemble. Puis est-ce que justement, il n'y a pas un travail de réflexion, d'accompagnement de ces œuvres-là qui peuvent être mis en place avec le diffuseur, dans le fond, parce que je pense aussi ce qui est chouette, c'est que justement le diffuseur puisse faire du lien, permettre d'aller à la rencontre de ces publics qui ont vécu cette expérience-là, puis d'ouvrir le dialogue pour permettre d'enrichir l'expérience finalement. Fait que c'est là-dedans, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut que le dialogue soit ouvert entre la compagnie et les diffuseurs, mais je pense que ça serait vraiment riche. Alors voilà mes deux petites paroles et pensées là-dessus. Merci, Audrey. Mireille, tu voulais intervenir, hein? Oui, en fait, là, je dévie un peu de la question, mais il y a quelque chose, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Audrey dit là, par rapport à, je pense que chaque œuvre doit être adaptée à son public puis à comment le public est. Là, comme Erika disait, dans le fond, la classe, ça fait presque partie de la dramaturgie, finalement, du lieu théâtral. C'est la situation dramatique d'élèves en classe. Là, moi, je trouve ça super intéressant d'aller jouer là. Puis, en fait, c'est une bribe qu'on a discuté, Mélanie, mais il y a aussi la problématique des hybrides, en fait, lorsque tu veux faire un spectacle pour un public en salle. Le spectacle est fait pour le public en salle. Lorsqu'on met une caméra ou qu'on fait une captation pour qu'un public en ligne puisse y assister, il y a aussi là un autre langage aussi. Il y a comme une réflexion à avoir sur les publics. Là. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est super présent. Puis il y a beaucoup de diffuseurs, je pense, qui ont envie de faire ça, mais c'est quand même très difficile, en fait, d'adapter une œuvre là, directement pour un autre public. En fait, le public en ligne est un autre public. Ouais. Jean-François? Hein? Non, en fait, je vais retaper sur le même clou, mais ça me fait penser à la même chose. C'est-à-dire que je pense à l'expérience de Petite Sorcière. Je sais qu'il y a eu la même expérience avec
Bouche décousue à la Maison Théâtre avait fait ça avec l'Enfant Corbeau. Je sais que nous, avec Attention Fragile, on a eu cette affaire-là aussi. Puis on dirait que je me rends compte qu'en pandémie, on a voulu créer cette affaire-là. En fait, c'est que le synchrone, je pense que c'est ça qui était comme l'envie, en fait, de dire, vous pouvez pas être là, mais on va le vivre en même temps. Puis je me demande, en fait, si, avec le recul, entre une captation vidéo puis voir le spectacle en synchrone, est-ce qu'il y a vraiment une différence qui est tangible pour le spectateur? Je pense pas, en fait. Et puis, en fait, je crois que ça nuit encore plus à la... Parce que j'ai l'impression, maintenant, je me fie à Attention Fragile. On l'a joué à Sorel, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en synchrone, comme ça, mais devant une salle vide. Et en fait, c'est un show d'humour dans lequel on a besoin d'avoir quand même l'énergie du public. Puis après, en regardant la captation, je trouve que c'est un peu éteint. Puis je me dis, ben, la captation qu'on a tournée ici à Belleuil devant un public en délire est plus intéressante à voir, je pense, que de le voir en direct. Alors que quand on parle d'adaptabilité, si, par exemple, même si on est devant plusieurs classes en même temps, mais qu'on a adapté puis qu'on s'adresse un petit peu plus directement au public, peut-être que l'écran est un petit peu plus traversé, en fait, par le spectacle. Puis je me dis que le synchrone, il est intéressant en théorie, puis il est financé aussi, parce que les mesures qui ont été adaptées fallait que ce soit en synchrone et pas en captation. Je me demande, en fait, si c'est pas comme une fausse solution, en fait, de se mettre en synchrone pour pouvoir avoir l'excitation de le faire en direct, mais est-ce que le public le reçoit vraiment comme différemment que si c'était une captation? Dans le cas d'une représentation comme Petit Sortant, par exemple, ou L'Enfant Corbeau, je crois que en fait, je me demande de ce que tu en penses, Julie. Est-ce que je peux répondre, Mélanie? Absolument. Oui, ben, je veux juste vous dire que je voulais quand même pas vous donner l'impression qu'on regrette d'avoir fait cette expérience-là ou quoi que ce soit. Là, peut-être je l'ai juste mal introduit aussi. Là, c'est, tu sais, pour vrai, ça a été une super belle expérience. Puis on a fait l'effort de l'adaptation, etc. C'est vraiment pour gratter là, que je vous dis que, tu sais, même quand je vous parle de la réception, je vous parle plus de nous, d'une déception par rapport à nos attentes de diffuseurs, de ce qu'on perçoit du potentiel de ce spectacle en salle versus où là, à l'écran, on voyait quand même qu'il pouvait y avoir une différence, mais je rebondis sur une chose que Erika a mentionnée tout à l'heure. C'est sûr que nous aussi, on a fait des ateliers en classe avec Maude après la représentation et ça a énormément nourri l'expérience des enfants de pouvoir après en plus rencontrer l'interprète qu'ils avaient vu. Et pour faire le lien avec ce que tu viens de nommer, Jean-François, puis on retombe au constat que chaque projet finalement a peut-être sa propre méthodologie là, dans sa rencontre avec le virtuel, c'est qu'en fait, beaucoup d'enseignants nous ont dit ah, on aurait aimé ça après avoir accès à la captation pour peut-être revenir sur certains passages avec les élèves ou des parties de texte. Puis ça, c'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé, puis on s'est dit ah ben oui, c'est vrai. C'est peut-être que les deux finalement auraient été possibles. Peut-être parce que là encore, c'est très circonstanciel à ce projet-là. C'est vrai qu'il y a une matière textuelle qui est très dense et que par rapport à ce groupe d'âge-là, quand tu n'as pas vraiment le contact direct avec la comédienne, il y a quelque chose qui se perdait apparemment un peu au niveau des enfants. Puis pour en rajouter une couche, on avait beaucoup d'enfants qui étaient allophones. Donc on s'entend qu'en plus, ça ajoutait un niveau de complexité, mais vraiment là, propre vraiment à la langue. Donc voilà, ben merci beaucoup pour vos interactions. Merci. Je pense effectivement que c'est une discussion là, qui peut se poursuivre longuement, puis par rapport à la spécificité de chaque projet aussi. Mais ce que je retiens notamment, puis c'est Erika qui me l'a dit hier, c'est que c'est pas juste un plaster, le virtuel. Là. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'y revenir. Je pense que la discussion aujourd'hui en témoigne. Ça ouvre aussi des avenues à explorer avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. C'est aussi une possibilité d'explorer des nouvelles écritures grâce au virtuel. Puis je pense que la conversation pourra aussi se poursuivre, si je ne m'abuse, jeudi avec l'intégration des langages numériques à la scène. C'est bien jeudi, Martin?
Ah, Martin a disparu. Bon, mais j'espère que c'est jeudi. Oui, Sinon, c'est bien ça. demain, ça sera tout aussi intéressant avec théâtre et audio. Je pense que cette discussion-là, cette réflexion-là va continuer à faire son chemin. Puis d'avoir eu l'opportunité, en fait, de faire non seulement un état des lieux, c'est peut-être ambitieux là, de dire ça, mais quand même de faire un tour d'horizon de ce qui s'est fait, de mesurer le chemin parcouru, mais de voir aussi comment, dans le futur, on veut réinvestir ce champ-là du virtuel. Puis que c'est pas non plus quelque chose qu'on va ranger dans une boîte. Je pense que c'est quelque chose qui peut vivre en parallèle aussi des expériences physiques avec le retour en salle qui s'opère cet automne. Je remercie infiniment Erika, Mireille, Laurence, Audrey, puis tous ceux et celles qui étaient parmi nous aujourd'hui. Martin, est-ce que je te cède le mot de la parole pour un mot de la fin? Ben, écoute, ce sera tout simple. Moi, je vais te remercier, toi, Mélanie, pour avoir brillamment mené cette discussion-là. Puis merci à nos invités. Merci, Erika. Merci, Mireille. Merci, les incomplètes. Merci à vous de vous être joints à nous. Je vous rappelle que demain, 9h30, on a encore rendez-vous si jamais vous avez envie d'être là avec un panel sur le théâtre audio que j'aurai le plaisir d'animer. Puis, j'ai mis dans la conversation quelques petits liens, entre autres sur le Petit Théâtre de Sherbrooke, sur les productions Quai-tu-Double et sur le travail aussi que fait Les Incomplètes. Puis, je voulais juste souligner qu'il y a Naibi Esteban qui nous a parlé d'un projet dans le chat d'une compagnie d'Argentine qui crée une pièce de théâtre virtuelle pendant le confinement. Puis, elle a mis un lien. Alors, si jamais vous êtes intéressé, allez cliquer là-dessus tout de suite pour avoir accès au contenu. Alors, ben voilà. Je vous remercie d'avoir été là, tout le monde. C'était très intéressant. Puis, je vous dis à demain.